Si vous nous suivez régulièrement dans Smart Bourse sur Bismart, ce dont je ne doute pas, vous savez que le lundi soir, désormais, nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour ce nouveau rendez-vous de cette saison 3 de Smart Bourse, ce quart d'heure américain. Pierre-Yves, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle rapidement, mais vous nous apportez chaque semaine, désormais, le lundi à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 en replay et en podcast, bien sûr. Votre vue, votre analyse des enjeux économiques, politiques américains, la vie américaine. C'est votre vie depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, Pierre-Yves. Et donc, comme tous les Américains, vous serez très attentif au chiffre d'inflation qui sera publié demain pour le mois d'août. Oui, avec un petit peu de chance, les chiffres seront bons, si l'on en croit le consensus. On pourrait même observer un léger recul de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août, une baisse de 0,1%. On se souvient qu'on avait été surpris de la stabilité du CPI, Consumer Price Index, au mois de juillet. On sait un petit peu déjà ce qu'il y a dans ce panier qui permet de calculer cet indice. On sait par exemple que le prix de l'essence a encore baissé de 9 à 10% au mois d'août. On sait que d'autres catégories de prix ont baissé, le prix des hôtels, le prix des billets d'avion, le prix des voitures d'occasion. Donc tout ça devrait faciliter une modération, voire une petite baisse de cet indice. En revanche, on sait aussi que la Réserve fédérale regarde particulièrement l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle retire l'effet de la baisse de l'énergie pour voir ce qui va se passer, et aussi l'effet des produits alimentaires. Les produits alimentaires, ils risquent de grimper. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toutes sortes d'intempéries encore, la sécheresse notamment en Californie n'arrange rien, le prix des fruits et légumes a probablement encore grimpé. Donc, quand on prend tous ces éléments en compte, on risque de se trouver dans une situation où on a peut-être une légère baisse du CPI, de l'indice des prix à la consommation, mais une légère hausse du noyau dur de cet indice, ce qui nous ramènerait par exemple à ce paradoxe que l'on verrait sur 12 mois, l'inflation aux États-Unis passer de 8,5 à 8%, mais au niveau de l'inflation sous-jacente, elle passerait de 5,9 à 6. De quoi donc faire réfléchir la Réserve fédérale encore au risque d'inflation. Oui, effectivement, ce risque inflationniste, il est toujours là. Vous rappelez effectivement d'où on vient en termes d'inflation. Ça doit faire plus d'un an et demi qu'on a des chiffres d'inflation au-delà de 5% pour l'inflation globale aux États-Unis sur un an, avec un corps inflationniste qui, peut-être d'ailleurs, nous disent certains économistes, à un moment sera plus élevé que l'inflation globale elle-même. Comment est-ce que la Fed appréhende et peut appréhender cette situation, Pierre-Yves ? Alors d'abord, je crois qu'on ne le soulignera jamais assez. On sait qu'il y a de l'inflation en Europe, il y a de l'inflation en France, mais aux États-Unis, ça a été d'une grande violence. Le fuel domestique, en juillet, affichait quand même une augmentation de 76%. L'essence, en dépit de sa forte baisse au mois de juillet, avait quand même encore gagné 44% sur 12 mois. Les produits alimentaires consommés à la maison, les repas que vous allez préparer vous-même pour ne pas aller au restaurant parce que votre pouvoir d'achat diminue, vous faites donc des économies, plus 13,1%. Tout ça a traumatisé le consommateur américain dans un contexte où son pouvoir d'achat a reculé de l'ordre de 3 à 4%. Alors, que va faire la Réserve fédérale ? Mon impression, je ne suis pas plus dans le secret des dieux que les autres, mon impression, à écouter et à lire de près ce qu'ont dit les différents gouverneurs de la Fed au cours des derniers jours, et que leur opinion dans l'ensemble est fixée et que la plupart d'entre eux sont favorables à un relèvement de taux de 75 points de base, comme cela a été fait fin juillet et mi-juin. Pourquoi ? Je crois que le gouverneur Christopher Waller, qui avait été nommé par Donald Trump et qui passait plutôt pour être une colombe, a bien résumé les choses la semaine dernière. Il a dit, écoutez, nous avons un double mandat. Le mandat de l'emploi maximum dans le cadre de la stabilité des prix. L'emploi maximum, nous l'avons aujourd'hui, avec un taux de chômage, c'est vrai, qui est légèrement grimpé au mois d'août, mais à 3,7%, on est toujours en quasi plein emploi. On sait qu'il y a plus de 11 millions d'offres d'emploi qui ne sont toujours pas pourvues. En revanche, du côté de la stabilité des prix, on n'y est pas du tout. Il faut donc profiter de la bonne santé de l'embauche, manifeste en juillet et manifeste au mois d'août, avec de fortes embauches,
pour relever encore le plus rapidement possible les taux directeurs et combattre l'inflation, parce que on sait qu'aujourd'hui, on est à 2,50 au maximum dans les Fed Funds, qui est le principal taux directeur de la Fed. 2,50 avec un taux d'inflation de l'ordre de 8%, c'est très très peu. Au minimum, tout le monde s'entend à peu près pour dire qu'il va falloir aller jusqu'à 4. Donc, ne perdons pas de temps, écrasons le risque d'anticipation inflationniste, écrasons-le maintenant. Maintenant que le marché de l'emploi est encore en bonne santé, profitons-en, frappons fort avant d'atteindre ce plateau dont vous parliez tout à l'heure, qui sera probablement autour de 4%. Et à ce moment-là, on verra en janvier, février, un petit peu comment se comporte l'inflation. Est-ce que cette stratégie de front-loading, comme on l'appelle, Pierre-Yves, permet de laisser espérer encore l'idée d'un soft landing? Et le gouverneur que vous citez, Chris Waller, je crois, estime que c'est encore possible, quand bien même il juge nécessaire de faire encore 75 points de base pour le prochain meeting du 21 septembre. Écoutez, moi je réfléchis beaucoup, je n'ai jamais connu de soft landing. Ouais. Je suis arrivé à Washington en 83, je me souviens du moment où Paul Volcker a quitté la Fed, qu'il a été remplacé par Alan Greenspan. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de soft landing. Les soft landing, c'est rarissime, c'est rarissime. Ce qui est très difficile quand on dirige une banque centrale, c'est d'annoncer qu'on souhaite une récession pour casser l'inflation. D'ailleurs, le mot récession est soigneusement évité par les gouverneurs de la Banque centrale. Le mot soft landing en lui-même est un euphémisme. Je crois que, bien entendu, ils vont tout faire pour éviter la récession, mais que tant qu'on est dans une situation où l'inflation est si forte et l'emploi se porte finalement assez bien, avec un taux de chômage de 4, 4,5%, 5%, si l'inflation tombe à 2 ou 3%, c'est bon. Si on a encore une inflation qui reste sticky, qui continue de coller, qui continue d'être trop élevé, il va falloir accepter une récession plus difficile. On n'en est pas là, mais nous en reparlerons certainement régulièrement. Ce qui va être intéressant à observer, c'est désormais la mécanique immobilière qui se met en marche. Il y a toujours beaucoup d'inertie, de lag dans le marché immobilier, dans les prix de marché immobilier. Là, ça y est, on commence à le voir à travers le monde dans les zones les plus tendues. Et aux États-Unis, on commence à voir le refroidissement du marché immobilier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça va sans doute continuer, j'imagine, Pierre-Yves. Dans quelle mesure est-ce que le traumatisme immobilier de la grande crise financière peut ou non revenir sur le devant de la scène? La transmission de la politique monétaire sur la réalité des taux d'intérêt dans le secteur immobilier est assez rapide. Les taux immobiliers effectifs qui sont payés par les emprunteurs aujourd'hui, le marché américain est essentiellement un marché hypothécaire, ont doublé en un an. Sur un taux à 15 ans, aujourd'hui, on est à 5%. Sur un taux à 30 ans, on est à 6%. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. Que s'est-il passé au cours des 10 derniers mois? Nous venons de connaître 6 mois consécutifs de recul du nombre de reventes de maisons anciennes. Et pour la première fois depuis longtemps, le mois dernier, en tout cas le mois dernier en termes de résultats tombés, c'est-à-dire en juillet, le prix médian des maisons revendues a commencé à baisser. À San Francisco, je sais où vous rêvez de vous acheter une hacienda sur Pacific Heights, par exemple, le prix a baissé. San Francisco est la ville la plus chère, la plus invraisemblable, où les prix ont atteint des niveaux stratosphériques. Le prix médian d'une maison individuelle à San Francisco en juillet a reculé de 7% par rapport à l'année dernière. On est toujours à 1,4 million, rassurez-vous. Et ça peut aller beaucoup plus loin encore, Pierre-Yves? Oui, ça peut aller beaucoup plus loin parce que la Fed n'a pas terminé de relever ses taux. Et tout ce qui a favorisé l'euphorie immobilière depuis 2008, depuis qu'on est sorti de cette terrible crise immobilière dont nous parlions avec vos invités tout à l'heure, tous ces éléments sont en train de tomber les uns après les autres. Détérioration de l'effet de richesse, les Américains se sentent moins riches parce que leur portefeuille boursier a baissé, détérioration du pouvoir d'achat des Américains avec le dollar qui leur amène moins de valeur qu'avant, et
destruction de leur pouvoir d'achat. Donc, dans ces considérations-là, il devient difficile d'être optimiste pour le marché immobilier. Personne ne va verser de larmes, toutefois, parce que le marché a tellement monté. Les prix sont allés tellement haut, en particulier dans la foulée du déconfinement, où beaucoup de gens ont repensé leur manière de vivre et ont décidé de quitter des logements étroits pour s'éloigner davantage des centres-villes pour habiter dans des maisons plus grandes. Cet effet-là aussi est en train de disparaître. Il avait favorisé la demande de logement au cours des derniers mois et c'est en train de se calmer. Le marché immobilier va être compliqué au cours des prochains mois. Pour le moment, ça n'est pas dramatique, mais ça commence à se sentir. Vous savez, dans les conversations des Américains, de quoi parle-t-on? L'immobilier, quand les gens sont propriétaires de leur maison, c'est leur principal actif. C'est avant tout avec cela qu'ils mesurent leur richesse. Et le capital qu'ils détiennent dans la valeur de leur maison peut leur servir en gage pour emprunter davantage, par exemple pour financer les études de leurs enfants. Dès qu'on voit que la valeur de sa maison sur le marché baisse, même si on n'a pas l'intention de la vendre, ça change les habitudes de consommation. Merci beaucoup Pierre-Yves. L'inflation américaine, donc le chiffre qui sera publié ce mardi 13 septembre à 14h30 avant la prochaine réunion de la Fed la semaine prochaine, les 20 et 21 septembre. Pierre-Yves Dugas, on vous retrouve alors ce soir, je le rappelle, effectivement 20h45 rediffusé sur Bismart TV. Le quart d'heure américain qui est à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de nos plateformes. Et on se retrouve donc lundi prochain avec vous, Pierre-Yves Dugas. Avec plaisir. En visioconférence avec nous une fois par semaine pour ce quart d'heure américain, notre correspondant américain pour cette saison 3 de Smart Bourse sur Bismart.